Donc, dans cette vidéo, on va répondre à la question: qu'est-ce que l'hypergamie? On verra qu'il y a des gens qui sont intéressés par l'hypergamie et d'autres qui ne le sont pas. D'abord, commençons par qu'est-ce que c'est que l'hypergamie? Eh bien, l'hypergamie est un terme qui est utilisé pour décrire un phénomène social où des individus, c'est généralement des femmes, qui recherchent à atteindre un niveau social supérieur, ou du moins à sortir de la pauvreté, de la misère, etc., et d'avoir une vie supérieure. Même si elles ne sont pas directement dans la pauvreté, elles veulent quand même gravir les échelons de la société, arriver au top, au maximum qu'elles peuvent atteindre, ou en tout cas d'un point de vue professionnel, arriver à avoir des avantages professionnels qu'autrement elles n'auraient pas eu. Donc, l'hypergamie, c'est en fait améliorer sa vie sociale, sa vie au niveau monétaire, au niveau famille, etc. Mais avec l'idée de garder en tête que l'argent compte. Derrière, vous voulez épouser quelqu'un qui a de l'argent. L'hypergamie, c'est pas épouser un gars qui est pauvre juste parce qu'il a un château, mais il a absolument rien. Et le château est en train de tomber en ruine et cet homme a plein de dettes, etc. Et vous dites, vous êtes hypergame. Non. Il y a quelques années, j'avais vu une émission. C'était un aristocrate anglais. Eh bien, vous savez où il était parti? Il était parti au Job Center, c'est-à-dire le centre pour l'emploi, un peu comme l'ANPE en France. Pourquoi? Ben parce qu'il était fauché. Donc, il avait vraiment rien, il avait plein de dettes et le château où il habitait, c'était en ruine. Et est-ce que quelqu'un qui épouse un gars comme ça, c'est quelqu'un qui pratique l'hypergamie juste parce que le mec, c'est un aristocrate et qu'il habite dans un château? Non, c'est en fait quelqu'un qui fait de l'hypogamie. Mais on verra dans une autre vidéo ce qu'est l'hypogamie. Donc, comment l'hypergamie peut influencer la vie d'une personne. Donc ça, on va voir deux caractéristiques dans cette vidéo. On va voir d'abord que tout le monde n'est pas intéressé par l'hypergamie et aussi on va voir quel genre de personnes sont intéressées par l'hypergamie. Donc commençons par le fait que tout le monde n'est pas intéressé par l'hypergamie. Et quand je parle d'hypergamie, c'est un phénomène qui touche aussi bien les hommes que les femmes, en majorité les femmes. Un plus grand nombre de femmes sont intéressées par l'hypergamie. Mais ici, on va parler, dans l'exemple que je vais mentionner, le cas d'un homme qui, lui, n'était pas intéressé par l'hypergamie. On lui a offert sur un plateau d'argent et il a dit non. Vous connaissez certainement cette histoire. C'est l'histoire de Joseph. Steven Spielberg, il y a quelques années, avec sa compagnie, je ne sais plus comment ça s'appelle, il a une compagnie de cartoons, de dessins animés, où il a fait un dessin animé sur la vie de Joseph. Et qui était Joseph? Joseph, eh bien, c'était un jeune homme hébreu qui a été vendu comme esclave en Égypte. Au fil du temps, grâce à son intégrité, son intelligence et sa sagesse, Joseph a réussi à grimper les échelons sociaux et à gagner la faveur de Potiphar. Qui était Potiphar? Eh bien, Potiphar, c'était un haut fonctionnaire égyptien. Joseph a été placé à un poste élevé dans la maison de Potiphar et a été chargé de superviser toutes ses affaires. Cependant, la femme de Potiphar a développé une attirance pour Joseph et a essayé de le séduire à plusieurs reprises. Parce qu'il est écrit que Joseph était très beau, mais il n'avait que 17 ans. Et en plus de ça, Joseph avait été très bien élevé par son père. Il savait la morale. Il savait que ce n'est pas bien de coucher avec la femme de quelqu'un d'autre. Contrairement à certains de ses grands frères. Donc, Joseph est resté fidèle à sa position et à sa loyauté envers Potiphar. Il a refusé les avances de la femme de Potiphar. Qu'est-ce que cette femme a fait? Eh bien, épris de rage, elle a accusé faussement Joseph d'avoir tenté de la violer, ce qui a conduit à l'emprisonnement de Joseph. Donc, ici, comment est-ce que Joseph a refusé l'hypergamie? Il sait que s'il avait couché avec cette femme, il aurait eu des avantages. Là, il était peut-être chef de la maison, il aurait peut-être gagné sa liberté ou enfin, il aurait eu des avantages. Donc, au niveau social, il aurait été encore plus élevé. Mais il a refusé parce que c'était pas bien, quoi, c'est tout. C'était pas moral, c'était pas ci, c'était pas ça. Lui, il voulait pas. Donc, cet exemple montre que tout le monde n'est pas intéressé par l'hypergamie. Là, je dis l'exemple de Joseph, qui est un homme, mais il y a aussi des tas de femmes à qui c'est des choses
qui ont pas nécessairement, niveau sexuel, mais on leur a offert des occasions de devenir hypergames, mais pour une raison ou pour une autre, elles ont refusé. L'élément hypergame dans cette histoire réside dans le fait que la femme de Potiphar était une femme d'un statut social élevé en tant qu'épouse du haut fonctionnaire égyptien, enfin d'un haut fonctionnaire égyptien. Donc cette femme était attirée par Joseph, qui lui n'était qu'un esclave, ce qui pourrait être interprété comme une volonté de s'élever socialement en s'impliquant dans une relation avec quelqu'un d'un statut élevé. Donc Joseph a refusé. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'une personne refuse à un moment de l'hypergamie, que cette personne va refuser toute sa vie? Pas nécessairement. Joseph a refusé sur des principes moraux et aussi parce qu'il n'était pas intéressé par l'argent. Plus tard, si vous lisez l'histoire ou si vous, je pense, vous regardez le film, le dessin animé, il y a un film. Eh bien, il épouse une autre jeune femme d'un fonctionnaire, lui aussi, d'un aristocrate, quelqu'un qui est proche de Pharaon, quelqu'un qui est proche du roi. Donc, il fait là de l'hypergamie. Mais c'est à penser, c'est plus par amour pour cette femme, non parce qu'il voulait de l'argent. Comme je l'ai dit, le concept de l'hypergamie, c'est surtout un concept qui est pratiqué par des femmes en majorité. Dans beaucoup de cultures, les femmes sont souvent encouragées à se marier, avec quelqu'un qui est d'un niveau supérieur à elles. Par exemple, si vous êtes une servante, vous êtes encouragée à vous marier avec le majordome. Si vous êtes infirmière, vous visez peut-être le docteur, ainsi de suite, enfin le chirurgien. Est-ce qu'il faut avoir honte d'être hypergame? Bien sûr que non. Faut pas avoir honte. Être hypergame, c'est complètement normal, c'est totalement naturel. Les hommes et les femmes doivent l'accepter. Regardez si, quand vous viviez, vous avez tous vu des films, où les gens vivaient dans l'Antiquité. Regardez les films sur les Gaulois ou les barbares à l'époque, où la vie était vraiment très très difficile. Ou, attends, je pense à un film qui est vraiment super, qui explique ce genre de choses d'une manière magnifique, c'est Apocalypto, le film de Mel Gibson. Regardez, dans ce film, les femmes, elles vivent, c'était avant l'arrivée des conquistadors espagnols, etc. Le, le film commence dans un village, dans la forêt, où les gens vivent en paix et sont heureux, mais les femmes à qui elles sont mariées, elles essaient d'épouser l'homme le plus fort de la tribu. Parce que à quoi ça sert une femme qui va épouser un homme qui est faible? L'homme qui est faible, comment est-ce que cet homme va défendre sa femme et sa famille? Il y a la jolie jeune femme de l'histoire, elle a épousé l'homme le plus fort de la tribu, je ne sais plus comment il s'appelle, le seul survivant en fait. Il est le seul survivant, il me semble. Et cet homme a été capable de prendre soin, en tout cas de sauver, on voit ça à la fin du film, il était capable de sauver sa femme, son fils et son nouveau-né. Maintenant, si cette femme avait épousé un homme qui est faible, qui est paresseux, qui fout rien, qui n'est pas agile, qui n'est pas vivace, qui n'est pas intelligent, eh ben, elle serait morte. Cette femme a été sauvée parce qu'elle a eu un homme qui avait plein de qualités masculines et qui a été capable de la sauver. C'est ça, naturellement, les femmes sont portées vers ce genre d'homme. Et quel est le rapport avec l'argent? Souvent, aujourd'hui, on ne vit plus, la majorité d'entre nous, on ne vit plus dans la forêt, en train d'être attaqué par des tribus ennemies, etc. Le monde de vie dans lequel on vit, c'est plutôt un monde moderne où survivre, ce n'est pas survivre avec des lances et des pierres, non, c'est survivre avec un boulot, un compte en banque, etc. Donc, même si certains euh, comment on appelle ça? Certains aspects ont changé, l'idée reste toujours la même. L'idée reste, la femme a besoin de quelqu'un qui va l'aider à survivre. Et la personne qui va l'aider à survivre, ce n'est pas quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui ne faut rien, quelqu'un qui est nécessairement faible physiquement, etc. Elle va choisir la meilleure option possible. Ou si il n'y a pas d'option possible dans son environnement, elle va essayer d'aller dans un autre environnement. Il y avait une vidéo où je parlais, je pense que c'était dans mon autre chaîne Femme Gagnante, que je ranimerai peut-être un jour, mais je parle d'une femme qui, elle est très pauvre et elle ne veut plus vivre dans la pauvreté. Donc, qu'est-ce qu'elle fait?
Parce que la pauvreté, ça vient avec plein de problèmes. Elle vit dans des quartiers dangereux, un bâtiment insalubre, etc. Et elle a dit, moi, je ne veux plus de ça. Et surtout, j'aimerais beaucoup avoir des enfants un jour, mais je ne veux pas que mes enfants connaissent et mon expérience de pauvreté et tout ce qui vient avec. Donc, si dans son environnement, il n'y a pas un homme qui, qui essaye de s'élever, ou quand ils essayent de s'élever, c'est drogue et prison et tout ça. Elle veut pas de ce genre de truc. Donc, il va falloir qu'elle change d'environnement. Et pour beaucoup, changer d'environnement, ça passe par les études, l'université. Par exemple, et là, à l'université, elle va rencontrer des tas d'autres gens qui sont ambitieux et qui développent des qualités qui feront qu'ils seront capables de prendre soin d'une épouse. Ça ne veut pas dire que tous sont comme ça, mais en principe, beaucoup vont vers cette direction. Donc, dans une relation hypergame, la femme épouse généralement quelqu'un qui est plus riche, plus instruit ou qui occupe une position sociale plus élevée qu'elle. Cela peut être motivé par différents facteurs, notamment la sécurité financière, le statut social, l'accès aux ressources et le désir de mobilité ascendante. Est-ce que vous connaissez un exemple relativement récent d'une personne très célèbre qui a fait preuve d'hypergamie? Moi, je dirais par exemple l'actrice Catherine Zeta-Jones. C'est pas quelqu'un qui vient de la pauvreté, etc. Non, non, non. Elle vient d'une famille middle class, normale, aimante, etc. Mais elle était ambitieuse au niveau de son boulot. C'était une actrice et elle voulait arriver au top de son art. Le top de son art, dans sa conception, c'était Hollywood. Mais c'est pas facile d'arriver à Hollywood. C'est vraiment, vraiment pas facile. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Hypergamie. Elle a épousé un top acteur de Hollywood et ça lui a ouvert toutes les portes. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont vu le film Le Masque de Zorro avec Antonio Banderas. Donc, elle n'est pas dans ce film par hasard. C'est extrêmement difficile d'avoir un premier rôle dans un film à Hollywood. Il faut des contacts, il faut du talent, il faut ci, il faut ça, il faut ça. C'est vraiment pas par hasard. Mais parce qu'elle était mariée avec un top, un gars qui est au top, donc c'était plus facile de tirer les ficelles et de faire qu'elle est tel film, et tel film, et tel film. Et donc, pendant les années la fin des années 90 jusqu'aux années dans les 2000-2010, elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Et elle a même gagné un Oscar. Je pense que le film le plus récent où elle est, c'est Wednesday, mercredi, où elle joue le rôle de la mère de mercredi. Donc, dans son cas, l'hypergamie, ça a marché. Elle a épousé un homme plus âgé qu'elle, Michael Douglas, qui lui a ouvert toutes les portes qu'elle souhaitait. Et bon, bah, elle est encore mariée avec lui, elle a des enfants, donc ça veut dire que pour elle, ça a marché, hein, elle est heureuse avec lui, donc ça marche. Donc, l'hypergamie est observée dans différentes cultures et sociétés à travers l'histoire. Donc, je vous ai parlé du cas de Apocalypto, où c'est une culture qui est vraiment différente de ce que nous on connaît, hein. C'est la culture précolombienne en en Amérique, Amérique latine, c'était Mexico, mais Amérique centrale. Et même là, les gens étaient hypergames. Les femmes recherchent un homme qui peut les protéger. Les femmes recherchent un homme qui peut fournir à manger, qui peut, où elles se sentent en sécurité. Et ça, ce principe n'a pas changé. Même aujourd'hui, au 21e siècle, j'allais dire 23e siècle. On est en 2023, mais bon. Même aujourd'hui, au 21e siècle, la base reste la même. Les femmes recherchent un homme avec qui elles vont se sentir en sécurité. Vous allez me dire, oui, mais moi, je connais ma voisine, elle travaille et son mari il reste à la maison. Écoutez, il y a toujours des cas exceptionnels partout. Mais ici, je parle en gros. Dans le monde, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Les femmes recherchent un homme avec qui elles peuvent se sentir en sécurité. Et généralement, pour beaucoup, ce sera un homme qui est d'un niveau social supérieur. Ce sera de l'hypergamie. On a tous grandi en écoutant des contes de fées dans le genre Cendrillon, par exemple. Qu'est-ce que c'est que l'hypergamie? Comment est-ce que l'hypergamie est démontrée dans les contes de fées? Eh bien, l'hypergamie est le fait de chercher, comme j'ai dit, à former une relation avec une personne d'un statut social élevé. Et dans les contes de fées, on peut observer des exemples d'hypergamie à travers certaines caractéristiques et schémas narratifs. Donc, voici quelques exemples, hein.
L'exemple numéro un, il y aura donc 3 exemples. Il y a un prince charmant. Qu'est-ce que ça suit? C'est un archétype, c'est-à-dire, comment est-ce que je peux définir un archétype? Je veux dire, un archétype, c'est un symbole ou en tout cas une constante qui représente des valeurs humaines, quelque chose qui est dans l'esprit humain en général, sur toute la planète. Donc ici, on parle de l'archétype du prince charmant. C'est quelqu'un qui vient sauver la femme qui était en détresse. Donc, dans de nombreux contes de fées, le personnage principal féminin épouse souvent un prince ou un homme qui est de noble lignée. Ce prince est souvent décrit comme étant beau, riche, puissant, et il représente un statut social élevé. Donc, cela peut être considéré comme une représentation de l'hypergamie où la protagoniste féminine choisit un partenaire qui se situe au-dessus d'elle sur l'échelle sociale. Donc, vous voyez ça dans Cendrillon. Cendrillon, elle est réduite, je ne vais pas dire en esclavage, mais c'est une souillon maintenant. Elle est réduite à la servitude par sa belle-mère. Et qui est-ce qui vient la sauver de cette vie? C'est le prince. Donc, quel est l'archétype? À quoi est-ce que ça nous concerne dans l'hypergamie? Si vous êtes une jeune femme qui grandissait dans un état miséreux, dans un état de pauvreté, vous avez deux solutions. Soit vous faites vos études et vous avez un bon boulot, ou vous créez votre propre business, etc. Ou soit vous épousez quelqu'un qui est d'un niveau supérieur à vous. Ça, le choix va dépendre beaucoup du pays où vous vivez, de votre culture, parce que c'est pas possible de tout faire partout. Si vous vivez par exemple au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine ou en Suède, comment dire, vos choix seront très très différents d'une place à une autre. Le point numéro 2, en ce qui concerne comment est-ce que les contes de fées avec lesquels on a grandi démontrent ce qu'est l'hypergamie, eh bien, il y a l'ascension sociale. Une fois que la jeune souillon ou je sais pas quoi, la jeune dame a la souillon, je suis désolée, c'est pas, enfin, la pauvresse, c'est souvent ça dans les contes de fées, la pauvre jeune fille a épousé le prince charmant, il y a une ascension sociale. Certains contes de fées mettent en scène des héroïnes qui, par leur mariage, peuvent accéder à une position sociale plus élevée. Par exemple, comme je l'ai dit, dans Cendrillon, elle épouse un prince et elle devient une princesse. Dans Blanche-Neige, elle aussi, elle épouse un prince et elle devient plus tard une reine. Bien que Blanche-Neige, au début, c'était une princesse, hein, mais à cause de sa belle-mère l'a réduit à l'état de servante. Quand vous regardez le film de Disney, Blanche-Neige est en train de faire le ménage quand le prince la voit pour la première fois. Il l'entreaperçoit un peu près d'un puits en train de nettoyer et de chanter. Donc, ces histoires soulignent l'idée que le mariage avec un partenaire de statut supérieur peut conduire à une amélioration de la condition sociale de l'héroïne. Et dans certains cas, je peux même rajouter un troisième point, il y a une transformation physique. Dans certains contes de fées, l'héroïne subit une transformation physique spectaculaire qui lui permet de gagner en beauté et d'attirer ainsi l'attention d'un partenaire de haut rang. Par exemple, dans c'était quoi? C'était La Belle au bois dormant. Eh bien, elle est réveillée par un prince après avoir été endormie pendant des années. Cette transformation physique peut être interprétée comme un moyen pour l'héroïne d'atteindre un niveau d'attraction physique qui correspond à celui de son partenaire qui est supérieur au niveau physique parfois et surtout au niveau monétaire à elle. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Tout ça, c'est des archétypes, donc ce sont des symboles qui nous aident à nous repérer dans l'existence un peu. Donc, typiquement, une femme qui est dans un niveau de détresse sociale, ça existe. Bon, je ne parle pas de celles qui décident de faire leurs études et de créer leur propre boulot et tout ça. Ce n'est pas une option valable pour tout le monde. Il y a des gens qui écoutent mes vidéos qui viennent du monde entier, qui écoutent du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Amérique latine, etc. Il y a pour beaucoup de femmes, voire dans certains cas même des hommes, ce n'est pas une option qui est valable. Donc, ce sont des gens, leur seule option, c'est l'hypergamie.
Moi, je n'encourage pas l'hypergamie, se marier à tout prix avec n'importe qui, parce que vous allez tomber sur des psychopathes qui vont vous faire souffrir. Donc, regardez mes vidéos et ça va vous aider. J'ai beaucoup de vidéos qui montrent comment identifier les psychos, comment les éviter. Ça va aider pour les éviter. Pour conclure, je dirais qu'il est important de noter que l'hypergamie est une généralisation et ne s'applique pas à tous les individus ou à toute relation. Les préférences et les motivations des gens pour choisir un partenaire peuvent être influencées par un large éventail de facteurs. Et ça comprend les valeurs personnelles, les circonstances individuelles et les normes culturelles. Vous vous rappelez le cas de Joseph, quand la femme de Potiphar a essayé de le séduire, même si c'était une porte ouverte à une vie encore meilleure, il a dit non. Parce que pour lui, c'était impensable de faire un tel geste. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner et aussi, si possible, partagez cette vidéo. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui aimerait en savoir plus sur ce qu'est l'hypergamie. Merci et à bientôt.